canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission, cette nouvelle vidéo qui est assez particulière ce matin, parce qu'on va parler, en compagnie d'Anne-Laure Brénéol, on va parler de 4 films. 4 films réalisés par un cinéaste qui n'est plus de ce monde, qui est mort très très jeune. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir comment son cinéma aurait évolué s'il avait vécu au-delà de ses... Je crois qu'il est mort à 29 ans, si je ne me trompe pas. Enfin, il est mort assez jeune en tout cas. Et c'est Jean Vigo. Alors, quand on entend Jean Vigo, tout le monde connaît Jean Vigo et beaucoup n'ont jamais vu les films de Jean Vigo. Et alors que c'est un cinéaste extrêmement important, on peut voir tous ces films en peut-être 200, 205, 210 minutes. Donc, c'est très, très court. Mais n'importe qui verra un film de Jean Vigo, je fais le pari là, maintenant, avec celles et ceux qui nous regardent, eh bien, ne s'en relèvera jamais, ne s'en remettra jamais, parce que c'est vraiment un cinéma fascinant et important. Malavida a cette idée extraordinaire, mais c'est un pléonasme quand on parle de Malavida, de sortir d'ici 2 jours, c'est-à-dire le 29 septembre, parce que là on est le 27, on enregistre, eh bien, les 4 films réédités dans les salles de cinéma, c'est à partir du 29 septembre, pardon, et c'est donc une rétrospective avec Zéro de conduite, La Talente, À propos de Nice, et un film que je n'avais jamais entendu parler, que j'ai découvert en préparant cette émission, qui s'appelle Taris, ou la natation. Ça, on va en parler parce que j'ai 3 questions à vous poser là-dessus, et Anne-Laure Brénéol a accepté, et j'en suis vraiment reconnaissant, travaille pour Malavida, voilà, directrice artistique du pôle cinéma de Malavida, elle a accepté de prendre quelques minutes de son temps si précieux pour pouvoir nous en parler un petit peu de cette rétrospective, qui est un événement pour moi de la rentrée 2021, et je suis très content. Comment allez-vous, Anne-Laure? Mais ça va, bonjour Samir, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis ravie d'être avec vous aussi aujourd'hui pour parler de Vigo, qui nous tient tellement à cœur, et de Malavida, bien sûr, qui me tient assez à cœur aussi. Bon, avant qu'on parle de Vigo, je vous disais hors caméra que j'aurais bien voulu que vous me racontiez un petit peu Malavida, parce que voilà, c'est l'opportunité, l'occasion d'en parler, et c'est une société de distribution entre autres, parce qu'il y a aussi une boutique. Enfin voilà, c'est un espace important dans ce qu'on appelle la transmission, les passeurs. Donc j'aurais bien voulu que vous en parliez un petit peu. Je connais 2-3 petites choses liées à Malavida, mais peut-être quelques-uns n'en connaissent pas. Donc, ça vient d'où la genèse, et puis surtout, comment ça fonctionne aujourd'hui, Malavida? Et pourquoi Malavida? Alors, pourquoi Malavida? On va y finir. Donc, Malavida est née en 2005. On l'a cofondée avec Lionel Iturralde, qui est toujours aujourd'hui le gérant de la société, et que moi, je le dirigeais à ses côtés. Aujourd'hui, on est 4 avec Marion Richard qui s'occupe de la presse, et Gabriel Martin-Malburé qui s'occupe de la programmation. Et il y a 2 garçons qui travaillent dans la partie boutique que vous évoquiez, donc à la Boutica, qui est à Pigalle, donc Fabrice Montigné et Glenn Dagneau. Donc petit à petit, l'équipe s'est étoffée, en particulier avec d'anciens stagiaires hors pair comme Marion et Glenn, qui sont arrivés au début et qu'on n'a vraiment pas du tout eu envie de voir partir. Donc on a fait une OPA sur ces recrues qui sont toujours à nos côtés. On en est très heureux. La société s'est développée au fil du temps. Au départ, on était tous les 2 avec Lionel. Tous les 2, on avait travaillé dans la distribution au film du Paradoxe. Moi, j'avais fait un stage chez Waycourt. Lionel avait travaillé chez TF1 Vidéo, plus dans l'édition DVD, et avait créé toute la partie édition DVD des films du Paradoxe, qui était un éminent distributeur, qui a fait découvrir beaucoup d'immenses cinéastes comme Nuri Bilge Ceylan, Naomi Kawase, Michael Haneke et beaucoup d'autres. Donc c'était extrêmement formateur de découvrir vraiment le travail au quotidien Jacques Varret. Et puis au bout d'un moment, on a eu envie de voler de nos propres ailes en grandissant aussi. On a eu envie de monter notre structure pour défendre les films qu'on avait envie de défendre nous, pas forcément du patrimoine au départ, mais aussi des films récents. Donc on a été accompagné par Philippe Cobert, par exemple, dont on est l'éditeur historique. C'est un gros boulot, un grand plaisir, un gros boulot, parce que il est très prolixe, ce garçon, très talentueux, et il fait beaucoup de choses. Donc c'est un sacré boulot que de l'accompagner. Et on est parti au départ avec vraiment une volonté d'éditer des DVD. C'était très compliqué de faire autre chose à cette époque-là. Le cinéma était encore en 35.
tout coûtait beaucoup d'argent. Et donc, assez vite, on a quand même eu envie de faire de la salle aussi. Donc, on a sorti en 2005 le premier long métrage de Philippe Catherine, le premier et unique long métrage, qui s'appelle Peau de cochon. Je suis vraiment sur la genèse, premier et dernier, qui était un ovni qui nous a valu des débuts un peu fracassants parce que les exploitants étaient très désarçonnés par cet objet filmique peu identifié, on va dire, qui nous ravissait et qui a ravi plein de gens d'ailleurs, mais qui en a aussi vraiment perturbé plus d'un. On a eu des petits coups de fil un peu. Ça permettait de bien se faire connaître rapidement. Et puis la même année, un petit peu plus tard, on a sorti Nouvelle Donne, donc en 2008, qui était le premier long métrage de Joachim Trier, dont on ne fait que parler depuis, dont on parle de plus en plus, et tant mieux parce que c'est un très grand cinéaste. Nous, on l'avait repéré dès son premier long, quand personne ne le connaissait. Donc on l'a accompagné en salle, et là ça a été le début de distribution un petit peu complexe en cinéma, parce qu'on était fous d'amour pour le film, et on avait tiré une trentaine de copies 35. Enfin, ceux qui savent comprendront la naïveté, l'enthousiasme et une petite part de bêtise. Bref, ça nous a un petit peu fragilisé pendant quelques années. On est reparti un peu dans l'édition DVD, histoire de penser nos plaies. Et puis ça s'est bien passé dans la partie édition DVD, où on a sorti beaucoup de films qui nous tenaient très à cœur, que Lionel ou moi avions chacun apporté dans notre corbeille de mariés, là, en créant la société, avec chacun des coups de cœur pour des cinéphilies peu connues, des cinématographies des pays de l'Est, des pays du Nord, pour moi, puisque j'ai grandi à Rouen, donc je suivais le festival du cinéma nordique qui m'a permis de découvrir beaucoup de cinéastes qu'on ne connaissait pas du tout en France, dont les œuvres avaient disparu. Je pense à Bo Widerberg, bien sûr, puisque c'est un peu emblématique, il est emblématique de Malavida et de notre travail, puisque quand on a monté la société, moi j'avais pour but de remontrer ces films qui m'avaient bouleversée et qui étaient introuvables, même en copie vidéo ou VHS à l'époque, qu'on pouvait absolument pas voir, que donc je ne pouvais pas partager avec ceux que j'aimais, et c'était terrible. Donc on a voulu faire ça. Lionel avait pas mal de films tchèques aussi, enfin on avait des choses très complémentaires. Et on s'est mis à faire un peu un travail d'archéologue complexe pour retrouver les droits, sachant qu'on n'a pas toujours été aidé par les cinéastes qu'on aime, comme Widerberg, qui a eu 5 enfants avec 4 femmes différentes, et on se confronte à des histoires d'héritage d'ayant droit, comme ça peut être le cas pour Eustache en France, où il y a toujours des choses qui paraissent un peu surréalistes. Il faut retrouver les copies, il faut retrouver les droits, mais il faut aussi avoir l'accord des héritiers qui sont parfois dans une querelle familiale un peu intime qui ne regarde pas, mais qui interfère vraiment. Donc voilà. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'en ce moment, il y a un ciné-club Bo Widerberg au Luxor, tous les dimanches matins, présenté par Fabienne Dujinski, qui est passionnant et qui vient couronner la mise à disposition en salle, la ressortie et l'édition DVD de 10 et bientôt de 11 de ces films, sachant qu'il en a fait 13 et qu'on est parti de rien. Donc c'est vrai que ça a été un travail énorme qui a été beaucoup reconnu et salué, parce que beaucoup de gens adorent son travail. Et tant mieux, c'était vraiment le but, que de lui redonner sa place de cinéaste qui avait disparu, parce qu'au tournant des années 70, au moment où il n'y avait pas encore la vidéo, c'est vrai qu'il y a toute une frange de cinéastes et de films qui ont été oubliés, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la possibilité de les diffuser ailleurs qu'au cinéma, et que évidemment les salles ne pouvaient pas passer leur vie à recycler toujours et à repasser les mêmes films. Et qu'au moment où la vidéo domestique a commencé, ça a été beaucoup les films récents qui ont été édités, et c'était bien, mais avant que les gens commencent à s'intéresser au patrimoine et à faire tout ce travail de recherche au-delà du patrimoine français, et ça a été un petit peu long, et c'est vrai qu'on a essayé d'apporter notre petite pierre à ce grand édifice aussi, avec la collection polonaise, la collection tchèque, une collection hongroise, où on a été par exemple la seule société au monde à proposer l'intégrale des films de Wojciech Has, qui est un immense cinéaste polonais, tout le monde connaît presque, en tout cas tous les cinéphiles, le manuscrit trouvé à Saragosse ou la clepsydre. Et c'est vrai que ça a été un bonheur de pouvoir remettre ces films à disposition, d'abord en VHS, enfin en DVD, en VHS, en DVD, puis en salle, avec des copies restaurées au fur et à mesure, et en gagnant petit à petit la confiance des cinémathèques des pays européens avec lesquels on travaille en majorité, pour les pousser à restaurer certains films sur lesquels on avait envie de travailler plus avant, parce qu'au-delà du DVD,
on était heureux de pouvoir raccompagner des films en salle. Sur As, par exemple, évidemment, on ne va pas ressortir ces 14 films en salle, ce serait impossible, en particulier aujourd'hui. Mais en revanche, là, on prépare une ressortie salle de La Poupée, qui est un de ces films merveilleux, qui n'est jamais ressorti et qui va être, je pense, aussi une découverte pour beaucoup de gens. On essaie de faire ce travail avec un maximum de cinéastes qu'on aime, et aussi de sortir des films. Je pense à l'Incinérateur de cadavres, par exemple, qu'on a dû ressortir il y a 2 ans. Je m'embrouille un peu avec le Covid, je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans, mais avec cette espèce d'année blanche. Mais ça, c'est un film dont on va pas développer toute l'œuvre du cinéaste, mais en revanche, il y a des films comme ça qui sont extraordinaires et qui méritent aussi d'être revus. J'ai fait un grand tunnel là. Non. Alors là, vous allez rigoler parce que je vais le prolonger, ce tunnel. Non, c'est pas seulement. Vous allez voir pourquoi. C'est passionnant ce que vous dites parce qu'il y a. Et on va parler de Vigo. Hein, vous inquiétez pas, on parlera de Vigo. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a quelques jours de cela, j'avais fait une émission spéciale autour malheureusement d'un cinéaste qui a disparu, qui est décédé, un cinéaste algérien qui s'appelait Brahim Saki, et j'avais invité Catherine Ruel et Merzak Alouache pour parler de Saki. Et à la fin de cette émission, je demande à Alouache. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de… Et il m'a dit la seule chose que j'ai à dire, la seule chose qui pour moi est la plus importante, voire même beaucoup… Après, Alouache, il est ce qu'il est, mais c'est intéressant. Il disait c'est beaucoup plus intéressant que tous les hommages qu'on pourrait lui faire. C'est est-ce qu'on peut avoir la possibilité de voir ces films ou de revoir ces films dans des conditions normales. Et c'est vrai qu'il n'a fait que 4 films. Saki, et ils sont pratiquement introuvables, et c'est d'autant plus dommage que ce sont des films qui ne parlent pas forcément que de l'Algérie, mais aussi de la mixité. C'est des films pratiquement muets, c'est des films qui m'intéresseraient de voir la nouvelle génération découvrir cela, et ce que vous êtes en train de dire, c'est passionnant parce qu'en fait, la conclusion qu'on pourrait tirer de tout cela est une simple question, à savoir est-ce que beaucoup de gens ont vraiment envie de voir, de prendre le temps de voir des choses qui sont peut-être pas forcément évidentes, enfin, qui pensent qu'ils ne sont pas évidentes, alors qu'ils le sont carrément, mais d'y aller pour aller voir si on peut trouver quelque chose et les ramener. Est-ce que c'est ça la question que je me pose aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir? On a vraiment envie de consacrer du temps à voir. C'est ça c'est aussi simple que difficile. Moi, je pense que les gens… Alors d'abord, sur le cinéaste que vous évoquez, moi, je ne le connais pas du tout. Donc, je serais ravie de voir les films et pourquoi pas de s'y pencher. C'est vrai qu'il y en a encore plein. Nous, on fait le travail sur ce qu'on avait dans le cœur, je dirais. Mais il y en a plein d'autres. Et maintenant, c'est vrai qu'au bout de 15 ans, on commence à en avoir fait quand même quelques-uns. Donc, on est totalement ouvert à des nouvelles découvertes. Donc, surtout, si vous avez, vous qui nous écoutez, des cinéastes comme Brahim Saki. Brahim Saki. Voilà, nous on est tout à fait preneurs de moyens de liens, de copies de VHS pourries qui permettent de se faire une idée déjà et après de partir en quête des éléments et de faire le travail. Pourquoi pas, c'est effectivement, d'après ce que vous dites, un cinéaste qui donne très très envie d'être découvert. Enfin, en tout cas, moi j'ai envie de voir ces films. Je pense que les gens sont spectateurs, les gens en général, sont disponibles pour des découvertes. Si tant est qu'on se donne les moyens, et que c'est pas facile, de les toucher, de les interpeller. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de faire savoir que les films existent, de faire savoir que les films sont disponibles, sachant que, par exemple, si on parle d'une édition DVD au-delà d'une sortie salle, il y a quasiment plus de place réservée aux DVD dans la presse. C'est très compliqué, c'est très spécialisé, et on ne peut pas recenser, enfin, les journalistes qui continuent à s'intéresser aux éditions DVD ne peuvent évidemment pas être exhaustifs sur les sorties qui sont maintenant très très nombreuses. C'est compliqué d'arriver à faire savoir qu'un film existe. C'est la partie la plus ardue du travail peut-être. C'est pour ça que nous, on avait aussi décidé de repasser de façon un peu systématique par la salle, en tout cas à l'échelle d'une œuvre, hein, pas pour tous les films bien sûr, parce que c'est aussi le moyen d'attirer l'attention des journalistes, tout simplement, parce que beaucoup ne connaissent pas, par exemple, Widerberg, beaucoup de gens, alors qu'il avait vu, il a quand même eu 3 prix à Cannes en 67, 69, 71, donc vraiment une espèce de triplé gagnant aujourd'hui quand c'est Almodovar, tout le monde s'en souvient, et voilà, et c'est formidable. Mais là,
plus personne n'avait vu. Donc il y avait les gens qui avaient vu les films à cette époque, donc qui sont quand même d'une génération un petit peu supérieure aux jeunes gens, et qui n'avaient pas la possibilité de les revoir, donc, ni de les partager, un peu comme nous, et qui les avaient en revanche toujours dans le cœur. On voyait des gens passer à la boutique, par exemple, qui nous parlaient de Joey de Bo Widerberg, parce qu'ils l'avaient vu à sa sortie, et qui nous disaient, mais quand est-ce que ça va sortir? Alors on disait, on y travaille. On a mis 10 ans, parce que là, le film était à moitié aux États-Unis, à moitié en Suède, le son était partiellement perdu, il n'y avait pas les deux versions. Ça a été vraiment un travail extrêmement complexe. Il fallait qu'on soit en lien avec la Paramount, qui évidemment n'avait pas grand-chose à faire de Malavida, comme vous pouvez imaginer. Donc, voilà, ça prend beaucoup de temps. Il fallait vraiment être très passionné pour y arriver. Toujours est-il qu'avec ce travail, puisqu'on a sorti 3 films, puis 2 films, puis un film, puis encore, jusqu'à Tom Foot, donc le dernier qu'on a sorti en juin, enfin au moment de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, pardon, de foot. Il y a l'œuvre qui est arrivée et qui a vraiment été très marquante pour les gens qui l'ont découvert. Et du coup, il y a beaucoup de journalistes qui sont intéressés, il y a eu beaucoup de papiers, il y a eu beaucoup d'expressions dans les médias, il y a eu beaucoup de salles qui ont programmé les films en les accompagnant, en étant passionnés, donc en les accompagnant bien. Et évidemment, ça provoque au bout d'un moment l'intérêt des spectateurs. Ce qui est très difficile, c'est quand on sort un film tout seul. Là, par exemple, je pense à un film tchèque qui s'appelle Un jour un chat qu'on va sortir le 1er décembre, qui est un film extraordinaire, sur lequel il y a énormément de choses à dire, qui est un film politique, qui est un film d'une créativité folle, avec des trucages incroyables, un côté Méliès, un côté Karel Zeman, justement pour rester à Prague, et qui est tout public, qui est visible vraiment par des enfants jeunes, qui est une espèce de fable très, très drôle et en même temps très caustique, avec des degrés de lecture différents, mais où tout le monde peut trouver son compte. Et je sais que celui-là, c'est compliqué parce qu'il y a moins d'accroche. On a des soutiens, bien sûr, on fait le même travail, tous avec la même passion, mais on sent que ce sera plus difficile parce que le fait qu'il ne soit pas inscrit dans un cycle, dans la filmographie d'un cinéaste dont les gens ont déjà entendu parler, ça multiplie la difficulté, en fait, par beaucoup. Et puis, en ce moment aussi, c'est très difficile de trouver des créneaux en salle, puisqu'il y a tous les films frais qui attendent d'être sortis depuis le Covid, et c'est bien normal qu'ils sortent aussi, il faut absolument leur faire une place. Mais c'est vrai que quand on voit que certains écrans sont quand même archi monopolisés, même dans les salles à réessai, je vais faire un peu de militantisme pro-indépendant, mais nous, nos petits camarades du patrimoine, mais aussi nos petits camarades qui sortent des films récents, qui sont des distributeurs indépendants, qui sortent des films courageux, des très beaux films, ont vraiment du mal à se faire une place sur les écrans aujourd'hui. Parce que tout le monde va vouloir avoir le James Bond, parce que tout le monde va vouloir avoir même les gros films français attendus. Je ne citerai pas de nom parce que j'ai rien en plus contre ces films-là. C'est juste qu'ils monopolisent une place qui, à terme, va devenir vraiment dangereuse et qui, pour des sociétés comme nous et encore une fois d'autres, peuvent être vraiment une menace sur la capacité à accéder aux écrans dans la durée, au moment de la sortie, parce que nous, par exemple, on attache toujours un intérêt vraiment particulier à la presse qui est indispensable. Marion fait un travail formidable. On a des journalistes qui nous suivent, qui nous font confiance, qui sont à l'écoute, qui sont réceptifs, qui relaient. Et après, si Gabriel, qui fait aussi un travail formidable en appelant les salles, ne trouve pas les interlocuteurs qui vont dire oui, on va passer pour les gigots. Bien sûr, ça se passe plutôt bien, mais c'est Jean Vigo. C'est le film tchèque, par exemple. Pour les salles, c'est compliqué parce que il y a plein de choses, parce qu'en décembre, il va y avoir Disney, machin quoi, des gros trucs, parce que qu'est-ce que c'est que ce machin. Enfin, je schématise un peu, mais quand même. Donc, on le prendra plus tard, en gros, quand on aura de la place. Mais la presse, quand il va y avoir les journaux qui vont tomber, des critiques qui vont être de toute façon enthousiastes, parce qu'elles le sont toujours, parce que les films sont formidables, et que les gens qui les découvrent, tout critique qu'ils soient, gardent une capacité d'émerveillement et la capacité de dire cet émerveillement et de vouloir le partager quand ils découvrent quelque chose, vont donner envie aux gens d'aller voir le film, mais d'aller le voir maintenant, pas dans 3 mois. Et si les salles décident de le programmer une fois comme ça, dans 3 mois, à la faveur d'un ciné-club, d'une séance patrimoniale, et je ne le reproche pas non plus, hein, c'est compliqué pour tout le monde, mais j'aimerais juste en profiter pour... on ait un peu conscience de
la difficulté du moment et de la nécessité d'avoir un comportement un peu vertueux si on veut continuer à avoir cette diversité de films et cette richesse qu'on a aujourd'hui, de pouvoir encore avoir des films comme ça qui arrivent sur les écrans, même si c'est de façon plus ou moins sporadique selon les salles, les villes, la capacité aussi qu'ont les exploitants à vouloir transmettre. Parce que dans des toutes petites villes, il y a des exploitants extraordinaires qui arrivent à faire des séances à 150 personnes avec des films de patrimoine, pas forcément de Scorsese, première période. Enfin, bien sûr, il y a du patrimoine qui est du blockbuster du patrimoine, on pourrait dire. Il y a aussi du patrimoine différent où les gens sont aussi très avides de voir des choses différentes. Parce qu'au bout d'un moment, les films qu'ils ont sur Canal, qu'ils ont à dispo sur les vidéos à la demande ou sur les chaînes où on s'abonne, type Cinétech et autres, il y a des films qu'on peut voir de X façon très facilement. Et ces films-là ont été vus, revus. Bon, on a tous envie de voir La Grande Évasion, de montrer à nos enfants, de revoir une fois, voilà. Mais on a aussi besoin et envie de voir autre chose, surtout aujourd'hui. Je pense que c'est important de ne pas oublier le monde autour de nous et comment il est aujourd'hui, comment il était avant. Et un film de patrimoine, c'est aussi toujours un témoignage sur le monde et sur la société. Et il y en a beaucoup qui sont malheureusement très, très pertinents et très actuels dans leurs problématiques. Donc voilà, cette diversité, il faut quand même essayer de la conserver. Et ça, c'est vraiment dans la main des exploitants. Et c'est leur volonté. Parce que, encore une fois, les journalistes sont là. Mais si derrière, il n'y a pas le relais des salles, voilà, les gens vont oublier qu'ils auront lu un super article de 6 pages dans les cahiers du cinéma si le film arrive 3 mois après. Ouais. Parce qu'il y aura eu X articles, et X émissions et X sollicitations sur plein d'autres films et que, voilà, désolé, et c'est bien normal. Donc, il faut quand même essayer de veiller à conserver le patrimoine. Quand nous, on fait les efforts, beaucoup des distributeurs de patrimoine font un super boulot pour traiter les films comme des films récents, pour leur recréer une actualité. C'est-à-dire que nous, là, sur Vigo, il y a des documents, comme pour un film récent. Ça, c'est un document qui a été fait par Malavida directement. Il y a un document avec la DRC que j'avais préparé, donc, qui nous accompagne, qui est un super partenaire. Pareil, on pourra y revenir, mais tout ça, c'est du boulot. Un film récent n'aurait pas plus d'égards. Il y a une nouvelle affiche, il y a une nouvelle bande-annonce, les copies sont restaurées. Il y a un travail qui est fait exactement de la même façon. Mais les exploitants vont toujours privilégier une sortie nationale, donc le jour de la sortie, ce qu'on appelle une sortie nationale, ils vont toujours privilégier un film récent. Alors que l'avantage du patrimoine, c'est que quand on parle de Jean Vigo, ou de Bo Widerberg, ou de plein d'autres, on est sûr qu'on va voir un chef-d'œuvre, ce qui n'est pas forcément le cas sur les films récents. Je ne dis pas qu'il ne faut plus aller les voir, mais au moins, les gens qui vont peu au cinéma, aller voir La Talente, et puis on va dire qu'on va faire satisfait ou remboursé. Il n'y a pas de... Celui qui n'aime pas La Talente nous fait signe, en étant de bonne foi, et voilà, on lui remboursera son billet. Mais ce sont des choses qui sont fondatrices aussi. Et sur Vigo, je viens toute seule à Vigo, mais parce que c'est vraiment emblématique aussi du travail de Malavida. C'est une sortie qu'on fait en collaboration avec Gaumont, qui nous a fait le cadeau merveilleux et nous a accordé sa confiance en nous ouvrant son catalogue. On est allé, comme des enfants émerveillés, piocher des trésors, et on en a encore plein d'autres à piocher, mais en particulier Vigo, qui était évidemment au Panthéon du Panthéon, et puis Jacques Doyon, par exemple, sur lequel on va aussi consacrer un gros travail qui est en cours, puisque La Drôlesse était à Cannes Classics en juillet dernier, et qui va sortir plutôt vers le printemps. Mais avec 4 films, on en a un de plus, on essaie de grossir. Là, il y a aussi, pour Doyon, il y a 2 films qui viennent de chez Gaumont, un film qui vient de chez TF1, et un film qui vient d'un autre ayant droit. Et bon, ce travail est passionnant, et ça y est, j'ai perdu le fil. Vous parliez. Alors j'ai 2-3 petites choses sur lesquelles rebondir. Non, mais vous savez, j'écoute. Donc c'est pas pour moi, je suis passionné par ce que vous dites, parce que c'est vrai. Vous avez raison. Hein, il faut rembourser si celles et ceux n'ont pas aimé La Talente. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas d'argent. J'en suis persuadé. Mais juste une chose. Dans la profession, il y a un hebdomadaire qui nous est indispensable, que ce soit les distributeurs, les
producteurs, les critiques de cinéma comme moi, c'est le film français. Et quand on travaille pour savoir quels sont les films qu'on aimerait bien questionner sur ma chaîne, arrivé le 29 septembre, quand j'ai vu Rétrospective Jean Vigo, pour moi, c'était vraiment, je le dis sans démagogie parce que c'est vraiment un événement pour moi. C'est un film, c'est un événement aussi important, peut-être, je sais pas, moi, la sortie de Dune, par exemple. C'est très important de voir ou de revoir Jean Vigo. Donc, je voulais quand même ouvrir une parenthèse qui est importante, c'est que quand je vous ai contacté, vous avez été extrêmement réactif et vous m'avez mis à disposition tout le matériel nécessaire pour. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, vous avez énormément contribué à ce que cette émission se fasse et je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe de Malavida parce que c'est très très important aussi cela. Je referme la parenthèse. Maintenant, en 2021. Bon, j'ai un peu un élément de réponse, mais j'aimerais bien vous en entendre parler de cela. Pourquoi, aujourd'hui, il est toujours important, voire fondamental, de voir ou de revoir les films de Jean Vigo, qui ont été réalisés à la fin des années 20 jusqu'au milieu des années 30. Pourquoi, selon vous? Parce que Vigo est la pierre angulaire du cinéma mondial, hein, parce que c'est celui qui a tout inventé avec une œuvre d'une fulgurance incroyable, qui fait moins de 200 minutes, c'est Truffaut qui disait ça, et c'est vrai que tout cumulé, il y a donc 3 courts-métrages, même si Zéro Conduite est un peu plus long, au sens légal du terme, il fait moins de 60 minutes, donc ça reste un court-métrage. Et La Talente, qui est son seul long-métrage, tous les films sont bouleversants de tellement de choses que je ne saurais même pas par quel qualificatif commencer, que ce soit le fond, la forme. Il a tout inventé, il a tout montré, c'était un génie comme il y en a eu peu. Bon, évidemment, le fait que sa carrière s'arrête si brièvement, on s'interroge tous sur qu'est-ce qu'aurait été la suite de son œuvre. Peut-être aurait-il fait quelque chose de moins bien. C'est un peu comme Boris Vian, Jean Vigo pour moi. C'est de personnes incroyablement douées, incroyablement talentueuses, sincères, qui peut-être étaient pressées par la maladie l'un comme l'autre, de façon consciente ou non, je ne sais pas dans quelle mesure leur vie un peu sous épée de Damoclès et en pointillé quand même très rapidement peut influer sur le génie. Je sais pas, il faudrait peut-être que des neurologues se penchent là-dessus, mais quand on voit Boris Vian, c'est un peu la même chose. Il est mort très jeune, il est un peu plus âgé que Vigo, mais en ayant fait aussi, en ayant laissé une œuvre, en plus, lui, dans tous les domaines artistiques, enfin, c'est quand même des hommes sidérants de génie. Ils ont donc, à juste titre, enfin je me ressens sur Vigo, mais inspiré tellement de cinéastes. Là, on le voit, puisque justement, en travaillant sur cette sortie, tellement de gens se revendiquent de Vigo, disent que pour eux, c'est le cinéaste absolu, celui qui a déclenché l'envie de faire du cinéma, que personne n'a pu oublier La Talente, que Zéro de Conduite a été un bouleversement et un déclenchement de quelque chose, comme on allume un moteur artistique en voyant un film de Vigo. Et là, ça se voit parce que sur la sortie, il y a tous les cinéastes qui sont lauréats du prix Jean Vigo, qui est bien, qui récompense donc une œuvre particulièrement prometteuse et audacieuse, voilà, qui sont nombreux à être impliqués dans la sortie en participant à travers on a fait des... Bon, en théorie, on voulait que ce soit 1 minute, mais les cinéastes ont tendance à faire un petit peu plus. On a décidé de ne pas couper. Donc, ça s'appelle toujours 1 minute, mais quand c'est Philippe Garrel, c'est 3 minutes. Et quand c'est Pascal Bonitzer, c'est 3 minutes, je ne sais plus. Enfin, vous les verrez sur le Facebook de Malavida. Ils sont aussi à disposition des salles qui peuvent décider de les passer en avant-programme pour annoncer les séances, etc. Arnaud Desplechin, par exemple, aussi, on ne va pas couper Arnaud Desplechin qui parle de Vigo. Ce qui dit Desplechin parle de Vigo. Tiens, je suis très surpris. J'essaie de trouver la connexion avec son cinéma. Ah, je suis très surpris. Eh bien, il faut aller voir sur la page Facebook de Malavida où la vidéo d'Arnaud Desplechin a été partagée il y a une petite semaine. Ouais, c'est ça. Vous verrez, la connexion devient limpide. Et puis, même si il ne s'agit pas d'imiter ou de faire des choses qui sont semblables, mais il parle avec de façon vraiment très, très belle et très émouvante du choc que ça a été pour lui et à quel point c'est un cinéaste qui reste essentiel à ses yeux. Donc Est-ce que, pardonnez-moi de vous interrompre, Anne-Laure Brenner, est-ce que vous avez proposé à Abdelatif Kechiche?
Non, on n'a pas proposé à Abdelatif Kechiche parce qu'on que le lauréat du prix Jean Vigo. En fait, on s'est centré au début sur les lauréats. On a fait ça en collaboration avec le prix Jean Vigo et on s'est dit, sinon il y en avait trop. On parle des cinéastes qui ont reçu le prix. D'accord. Parce que en revoyant les films, les 4 films de Vigo, dont surtout La Talente, je pensais beaucoup à quelques films de Kechiche, surtout dans la manière qu'il avait, qu'il a plutôt, de filmer comme ça, c'est les rapports charnels, le corps. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable parce que j'ai vraiment l'impression de retrouver, enfin, quand je voyais La Talente, j'avais l'impression de voir aussi des petites connexions avec certains films, certaines séquences, surtout les derniers films de Kechiche. Et voilà, c'est pas une question, c'est juste comme ça, peut-être un début de conversation. Je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs, peut-être qu'on a encore le temps d'essayer de le contacter pour qu'il présente une séance, pour qu'il intervienne, parce que c'est vrai qu'on en serait ravis. Moi, c'est un cinéaste que j'adore, donc je trouve le cinéma extraordinaire, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des proximités qui semblent assez évidentes. Même dans La Graine et le Mulet, je pense, oui, tout à fait. C'est une excellente idée. D'ailleurs, on va y penser. Il n'est pas trop tard, parce que là, il y a Bertrand Mandico, par exemple, qui vient présenter une séance de La Talente vendredi soir à 19h. Alors, au Reflet Médicis, là, je suis désolée, ça s'adresse aux Parisiens, mais il y aura aussi des séances présentées partout. Mais là, les cinéastes sont beaucoup basés à Paris. Et là, en plus, Bertrand repart en tournage très vite. Donc, il nous fait déjà le grand honneur de venir accompagner Vigo, qui, pour lui, est un cinéaste absolument énorme. C'est pareil, on ne penserait pas forcément quand on voit l'univers de Bertrand, qui est très différent, pour le coup, mais aussi très, très, très inspiré. Il va d'ailleurs faire une minute aussi qui sera diffusée dans les jours qui viennent. Il y a Mathieu Amalric, par exemple, qui va aussi être à nos côtés dimanche après-midi, au Reflet Médicis toujours, pour faire un débat à l'issue de la séance de La Talente et présenter le programme de cours, donc avec Taris sur la natation, c'est zéro de conduite. Alors, parlons de Taris un petit peu. Et on va revenir après encore 10 minutes, parce qu'il était prévu qu'on fasse une vingtaine de minutes, mais c'est un peu compliqué. Encore juste 5-10 minutes, vraiment pas plus. Je vous dérange plus après. Mais Taris, c'est quand même. Je l'ai découvert pour préparer cette émission. Je ne l'avais jamais vu, et je trouve que c'est un film extrêmement surprenant. Et je ne m'attendais même pas à cette manière qu'il avait de. Alors, c'est une espèce d'histoire, enfin, c'est une espèce de publicité, une espèce de film de commande, je crois, si je me trompe pas, sur je n'ai plus mes mots, c'est terrible, j'arrive plus, un nageur, oui, sur un nageur très connu, un nageur français. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que ce qui est assez impressionnant, c'est que donc on le voit évoluer dans la piscine, puis il explique en voix off comment nager, comment respirer, comment tout cela. C'est très intéressant. On sent qu'il y a un travail qui va se faire après avec zéro de conduite sur les ralentis, mais il expérimente beaucoup de choses. Ouais. Il expérimente beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est cette insistance du corps, voire même parfois une forme d'érotisation du corps. J'ai été extrêmement surpris on le voyait dans La Talente, mais alors peut-être parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu La Talente aussi, mais j'ai été très très surpris de cela, de voir dans Taris même des moments où la caméra s'attarde, c'est-à-dire c'est pas un centième de seconde, c'est quelques secondes, c'est extrêmement long sur le corps, sur son maillot, même sur les parties génitales, voire même c'est assez impressionnant. Et je trouvais ça incroyable, et je me suis dit en même temps c'est Jean Vigo, donc je voulais en parler avec vous parce que je sais pas ce que vous en pensiez, mais j'étais agréablement surprise. Ça m'a pas choqué, mais j'étais vraiment, c'est incroyable quoi. Mais c'est tout à fait vrai. Vigo est un cinéaste extrêmement charnel. Toute son œuvre a une dimension érotique très forte, qu'on a tendance à avoir un peu mise de côté parce qu'il y a tellement de choses dans son œuvre que c'est pas ça qu'on met en avant tout de suite. Mais quand on revoit les films, effectivement, et en particulier dans ces copies restaurées par Gaumont, qui sont magnifiques, il faut quand même se rappeler que
Zéro de conduite ou La Talente était quasiment inaudible jusqu'à ces restaurations. Le son était d'une qualité tellement épouvantable que même avec les restaurations précédentes qui étaient ce qu'on pouvait faire de mieux avec les techniques du moment, c'était extrêmement compliqué. C'est la première fois qu'on entend les films. Et encore, c'est pas, ça reste un peu complexe par moment, mais cette dimension-là est sidérante. Et elle joue évidemment aussi sur la dimension charnelle, sur les corps, sur la lumière, sur la façon dont il filme les peaux. Alors évidemment, c'est très vrai dans Taris. Dans La Talente, c'est une évidence. Il y a des scènes vraiment très, très, très audacieuses par l'époque. Pour l'époque, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, nous, on a choisi comme affiche pour La Talente un moment particulièrement charnel, puisqu'on a Dita Barlow tout en chair, en blondeur, en douceur, qui va quand même croquer l'oreille de Jean Dasté avec délice. Ça nous semblait justement très représentatif de tout ça. À propos de Nice, là on voit pas très bien avec la colorisation, mais il y a le French Cancan, il y a la femme déshabillée, enfin c'est évident. Et sur Taris, tout à fait, c'est vrai qu'il y a des gros plans sur le maillot qui était quand même assez marrant. Et dans Zéro de conduite, ça l'est malgré tout. Il y a le fameux sexe de l'adolescent qui apparaît, qui avait fait scandale. Bon, évidemment, on ne peut pas imaginer que Vigo ne l'avait pas vu ou ne l'a pas coupé, si j'ose dire, sans vouloir faire de mauvaises blagues. Il aurait pu interrompre le plan un peu plus tôt. C'est vraiment un choix de montrer ce sexe qui passe rapidement, mais qui est quand même vraiment présent. Il y a quand même aussi des notions d'homosexualité dans les relations entre certains personnages, et puis même physiquement, dans la caractérisation des enseignants qui sont soit non, soit qui sont aussi caractérisés, alors là, c'est pas très érotique, mais où le physique, le corps joue un rôle prépondérant et devient signifiant, en fait, tout simplement. Oui, non, c'est vrai, c'est un cinéaste extrêmement charnel et ça le rapproche une nouvelle fois de Keshish, d'ailleurs. Ah oui, non, mais c'était. Je sais qu'un film comme Taris aujourd'hui, c'est inconcevable. Je sais pas, j'arrive pas à l'envisager, j'arrive pas à le voir. Tiens, pour le coup. Dernière question. Vous en aviez un peu, vous l'aviez un peu évoqué, donc ça va être assez rapide. Je voulais vous demander comment cette rétrospective va être suivie, va être accompagnée, pas forcément à Paris, pas forcément des rencontres avec des cinéastes ou avec peut-être des critiques. Est-ce qu'il y a d'autres moyens alternatifs que vous avez mis en place aussi pour accompagner cette rétrospective, et combien de temps cela va durer surtout? Alors, les films vont passer, enfin l'intégrale en fait, puisque là il y a tous ces films. Vraiment une intégrale. L'intégrale, oui. Vont passer dans plus de 100 salles en France. Je sais. La porte est fermée, donc je ne vais pas crier pour demander à Gabriel où on est ce matin, puisque chaque jour qui passe apporte son petit lot de nouvelles salles. On est accompagné par la DRC, donc, qui travaille pour le développement justement des programmations en région, avec des accompagnants. Il y a un ciné-concert qui va être formidable, qui a été créé par un musicien qui s'appelle Karel Boffa, qui va donc faire un ciné-concert à propos de Nice, et qui sera aussi accompagné de lecture. C'est un ciné-concert lecture où le musicien va lire des textes écrits par Vigo lui-même. C'est assez extraordinaire et bon, après, aux salles de le programmer, ça, c'est du clé en main, c'est un moment vraiment magique. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que les salles aient le choix, parce que justement, c'est pas forcément évident de caser tout ça, donc on peut. Évidemment, il y a La Talente, qui est un long métrage et qui est un programme en soi. Et sur le programme de ce qu'on appelle le programme de court métrage, donc Taris, Nice et Zéro de conduite, on peut aussi les projeter. On a ouvert des possibilités de les passer dans l'ordre qu'on veut pour pouvoir avoir un intervenant. Il y a beaucoup de choses qui se font localement, avec évidemment plein de travail à destination des enfants, avec des dispositifs scolaires et des animations à destination du jeune public. Et puis, il y a aussi l'AFCAE, l'Association française des cinémas et essais, qui nous accompagne doublement sur ce programme, avec le groupe Patrimoine Répertoire qui soutient l'intégralité de la rétrospective et le groupe Jeune Public qui soutient Zéro de conduite, qui est un film qu'il faudrait que tous les enfants voient vraiment, parce que c'est un film sur aussi la construction de soi, la rébellion. Il y a tellement de choses dans Zéro de conduite, ça devrait être obligatoire de le voir quand on entre au collège, par exemple.
Je pense qu'on a ouvert au maximum les possibilités. Il y a aussi des cinéastes qui vont accompagner en région. Tout ça se fait au jour le jour. Et évidemment, nous, on est là pour répondre aux demandes des salles. C'est-à-dire qu'on a tous les cinéastes lauréats du prix Jean Vigo qui nous ont accompagnés en jouant le jeu, en faisant les vidéos. Il y en a encore plein à venir. Ils sont évidemment disponibles dans la mesure de possibilités qui sont les leurs par rapport au tournage, parce que ce sont quand même beaucoup des gens qui travaillent toujours et qui sont tous ravis de venir parler de Vigo, comme par exemple Mathieu Amalric va le faire dimanche. Ils disent tous oui avec tellement de ferveur et de volonté de partager justement tout ce qu'ils ont la sensation d'avoir reçu en découvrant les films de Vigo, qui ont été tellement importants pour eux en tant qu'artistes, en tant que cinéastes, qu'ils ont envie aussi de le faire savoir. Et ça, c'est assez bouleversant parce que on sollicite toujours les cinéastes qu'on aime et pour essayer de faire une passation, puisque ça aide aussi les gens plus jeunes. Ça fait cette espèce de passerelle assez vertueuse qui fait qu'on a envie de venir voir, je sais pas, Olivier Assayas, par exemple, qui nous avait accompagné sur Bilderberg parce qu'il était un de ces cinéastes de chevet. Et donc, tous les gens qui connaissent Assayas et qui l'aiment sans connaître Bilderberg vont suivre Assayas et qui va les amener, leur tendre la main pour la découverte de tel ou tel. Ça, c'est merveilleux, on essaie de le faire systématiquement. Sur Jean Vigo, évidemment, on déborde de possibilités puisqu'ils sont innombrables à être prêts à cette espèce de sensation de vouloir rendre ce qu'il a donné, quoi, et en faisant connaître son œuvre toujours plus. Et ça, c'est quand même assez merveilleux ce qui se passe autour de cette sortie. Maintenant, on espère que les gens seront là. Et ben voilà, et ben c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez toutes les informations, le site de Malavida, mais aussi les liens qui permettent de voir donc ces vidéos que je ne connaissais pas et que je vais dans quelques secondes les découvrir, mais aussi plein de choses. Donc vous ne pouvez pas ne pas savoir. Je veux dire, vous le saviez, donc il faut y aller. C'est très important. Il y a 4 films. Taris, à propos de Nice, 0 de conduite et le dernier film, La Talente, c'est Jean Vigo, c'est à partir du 29 septembre et merci, c'est distribué bien évidemment par Malavida. Merci beaucoup Anne-Laure Brénéol de nous avoir consacré du temps, c'était vraiment un plaisir de vous écouter et mon petit doigt me dit qu'on va peut-être encore, je vais peut-être encore vous solliciter dans quelques semaines parce qu'il y a des sorties là qui m'intéressent. Donc... Avec plaisir, on sera là avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas, agréable journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.